remerciements traditionnels. Merci à tous les sponsors. Merci à Reactive aussi. On est sponsor Gold cette année. On est ravis d'être là parmi vous pour ceux qui ont entendu mon petit message ce matin. Et puis merci à tous les autres sponsors. Il n'y a pas de petits ou gros efforts. C'est parce qu'on est tous réunis ensemble que ce genre d'événement peut avoir lieu. Donc voilà, merci encore une fois à tous. Donc je vais me présenter très rapidement. Je ne vais pas vous faire ma vie, mon œuvre. Je vais essayer de gagner du temps sur cette partie-là au moins. Donc je m'appelle Cyril Dayen, je suis partenaire agile chez Reactive. Qu'est-ce que ça veut dire partenaire agile? Ça veut dire que je m'occupe de développer une offre autour de l'agilité et de l'agilité, enfin pardon, de l'agile et de l'agile à l'échelle. Reactive, vous l'aurez compris, on est une agence conseil. Notre but, c'est de rendre nos clients agiles, donc de leur permettre de devenir plus agiles pour adresser un certain nombre d'enjeux sociétaux, légaux, RSE, business, etc. Et donc, je fais à la fois des missions chez des clients et puis je m'occupe de développer ces offres d'un point de vue commercial et aussi d'un point de vue recrutement de collaborateurs. J'ai 12 ans d'expérience dans l'agilité, je viens du terrain, je suis tombé un peu par hasard dedans il y a 12 ans, product owner. Je suis passé dans différentes entreprises. Ensuite, j'ai été Scrum Master. Et puis, ces 7 dernières années, avant de rejoindre Reactive, j'étais en interne de gros groupes, côté 440, où j'animais des centres agiles. Donc, je recrutais des coachs agiles et des Scrum Masters qui accompagnaient l'organisation et notamment les équipes, mais pas que, à essayer de faire en sorte que tout ça devienne un petit peu plus agile. Voilà. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi venir aujourd'hui vous parler de dépendance? Tout simplement parce que ces derniers mois, voire même ces dernières années, j'ai fait un constat qui m'a fait un petit peu mal en me baladant sur LinkedIn. C'est que je voyais tout un tas de personnes, de très bonne volonté, je ne remets pas du tout ça en question, mais qui partageaient des photos avec des boards, des énormes boards de brown paper avec des post-it dans tous les sens, et puis des fils de laine, vraiment dans tous les sens. Et les personnes mettaient des messages disant « Ouais, c'est super, on a passé plein de temps ensemble, on a un super plan et on a géré nos dépendances. » Et là, je regardais ça et je me suis dit « Ouais, il y a peut-être un sujet quand même. » Parce qu'en fait, si aujourd'hui, on en est à dire que finalement, on est agile parce qu'on gère des dépendances, c'est peut-être qu'à un moment, il y a un truc qui s'est perdu sur le chemin et il faut peut-être qu'on essaye de voir les choses un petit peu différemment. Et puis, j'ai pris ma plus belle plume, je suis allé sur LinkedIn et puis j'ai fait un post où j'ai un peu déversé ce que m'évoquaient ces photos, et puis j'ai essayé d'apporter des pistes de réflexion à travers ce post. Et là, bim, j'ai eu plein de likes. À un moment, je me suis senti un peu instagrammeuse, je me suis dit « Wow, super, j'ai un peu de popularité ». Ça restait assez raisonnable quand même, on n'est pas non plus sur les adieux de Joey Tribbiani à Chandler Bing dans Friends il y a quelques semaines, j'ai pas eu des millions de likes. Mais en tout cas, je me suis dit, il y a des gens qui réagissent, il y a des gens qui commentent, et c'est que je suis peut-être pas le seul à partager ce constat et à vouloir essayer de voir les choses un petit peu différemment. Alors, avant de démarrer, j'aimerais qu'on s'accorde sur quelques points. Le tout premier, et j'ai une pensée très affectueuse pour le parrain de mon fils, qui est manager IT dans une DSI d'une grosse assurance dans le coin de Lyon. Et lorsque je lui ai parlé de ce sujet de conférence, il a un peu rigolé, il m'a dit « Ok, tu as une solution miracle ?» Et je lui ai dit, non, j'ai pas de solution miracle, et donc je suis désolé pour vous, mais je ne vais pas vous proposer une solution miracle aujourd'hui. S'il y en a qui s'attendaient à ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas là pour vous apporter une solution miracle. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas un lapin de 6 semaines. J'ai bien conscience que le sujet des dépendances, c'est un sujet qui est éminemment complexe, qu'il y aura très certainement toujours des dépendances. Donc, je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi et vous raconter une histoire que c'est super, on va réduire toutes les dépendances. Non, il y en aura toujours et j'en ai bien conscience. Le troisième point, c'est que je sais que c'est saut 2023 de passer son temps à bâcher Safe. Personnellement, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous dire Safe c'est bien, Safe c'est pas bien. J'ai mon avis sur la question, voilà. Mais toujours est-il que vous allez le voir, je vais proposer des choses qui sont, pour certaines, issues de Safe, ou alors qui ont été intégrés dans Safe. Safe reprend plein de trucs qui existent sur le marché, mais je ne suis pas là pour dire non, c'est pas bien, il ne faut pas gérer ces dépendances si on en a, et je ne suis pas là pour critiquer Safe. Le dernier point, c'est que je ne suis pas là non plus pour me moquer des organisations qui seraient aujourd'hui à ce niveau de maturité. Quand j'ai fait ce post LinkedIn, j'ai des personnes de certaines entreprises qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Ah, c'est super pas sympa de faire ça ». En fait, ce n'est pas le sujet, je ne suis pas là pour dire « c'est pas bien ce que vous faites ». Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est un état de maturité à date, et c'est plutôt d'essayer de voir comment on pourrait éventuellement voir les choses différemment encore une fois. Je ne suis pas là pour me moquer des entreprises ou des personnes qui pratiquent ce type de pratique aujourd'hui.
Ok, donc par rapport à ça, je veux qu'on soit vraiment bien clair. Avant de démarrer, quand j'ai conçu ce talk, je me suis dit on va essayer de donner un petit peu une définition de ce qu'est la dépendance. Alors j'ai fait littéraire, hein, j'ai pris mon petit Robert, j'ai regardé, et puis dans le petit Robert, ce qu'on nous dit, c'est tout ça. C'est fait pour une personne de dépendre de quelqu'un ou quelque chose. L'état d'une personne qui ne peut s'accomplir sans aide, les tâches normales de la vie quotidienne. On parle d'asservissement, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de français, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que quand on parle de dépendance, globalement, c'est le fait de ne pouvoir vivre ou agir sans quelque chose ou quelqu'un. Et donc, il y a quand même une connotation qui est assez négative. On parle un peu de privation de liberté. Je ne suis pas capable de faire les choses tout seul, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est pas quelque chose de très très positif. Alors, j'aimerais juste apporter quand même une précision. Si on parle par exemple dans la vie quotidienne d'un enfant en bas âge, bien sûr qu'il est dépendant de ses parents. Et c'est normal. Mais l'idée, j'ose espérer en tant que parent, c'est d'amener les enfants vers l'autonomie. Donc ça doit être un état qui est provisoire. Ce qu'on cherche, c'est l'autonomie de ses enfants. Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus dans nos contextes. Donc quand je dis dans nos contextes, moi globalement, je suis plutôt jusqu'à maintenant intervenu dans des organisations qui fabriquaient des produits, des projets, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas qui fabriquaient du logiciel. Et donc dans ces contextes-là, moi personnellement, j'ai identifié 3 types de dépendance. Il y en a peut-être d'autres. Aujourd'hui, je vous en propose 3. Si vous en voyez d'autres, je serais ravi d'en discuter avec vous. Aucun problème là-dessus. La première, c'est la dépendance humaine. Donc là, on va parler plutôt de connaissances, de compétences ou d'attente de validation. Exemple, j'ai besoin d'une information ou d'une aide pour faire quelque chose que je ne peux ou ne sais pas faire. Je vous donne un exemple très concret. L'architecture envisagée sur mon nouveau produit doit être validée par l'architecture groupe. Je dois, avant de démarrer mes développements informatiques, m'assurer que l'architecture envisagée est bien compliant avec l'architecture groupe. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le débat. On est dans une organisation, cette organisation a décidé de faire ça à date, il faut respecter ça à date. On sait que le manifeste agile nous exprime que les meilleures architectures émanent d'équipes auto-organisées. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais là, pour l'exemple, on serait dans cette situation-là, dans une organisation, et je pense qu'on est beaucoup à en connaître des comme ça. Ensuite, la dépendance technique, c'est-à-dire que j'ai besoin de tel ou tel asset pour réaliser la fonctionnalité, et cet asset, il est géré par une autre équipe. Juste, est-ce que tout le monde est au clair avec la notion d'asset informatique, asset technique, ou est-ce que je dois donner une définition? Non? C'est bon pour tout le monde? Super. Donc, exemple, encore une fois, il faut créer un nouveau champ dans une base de données pour référencer un nouvel article, si j'étais sur un site de e-commerce, par exemple. Quand on prend les modèles un petit peu d'organisation d'équipe, feature team, component team, on serait clairement dans un modèle où on aurait plusieurs component teams, c'est-à-dire en charge d'un composant, d'un asset technique, et je dois attendre que cette équipe ait fait de l'évolution pour pouvoir, moi, continuer et faire les évolutions jusqu'à ce que le produit dans sa globalité soit développé. Et enfin, la dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai besoin que telle partie de mon produit ou que tel projet ait fait telle évolution pour garantir une cohérence fonctionnelle ou que le service soit rendu. Encore une fois, site de e-commerce, exemple, sur un funnel d'achat, donc le tunnel de bout en bout, une nouvelle fonctionnalité doit apparaître à plusieurs étapes et chacune de ces étapes sont gérées par une équipe différente. Et donc là, effectivement, je parlais de component type, donc équipe organisée autour de composants informatiques. Là, on serait plutôt sur un modèle feature team, mais qui travaille sur un même produit. Donc on doit attendre que chacune des équipes ait fait l'évolution pour pouvoir sortir de manière à assurer une cohérence fonctionnelle dans le produit, dans le tunnel d'achat. Alors maintenant que j'ai posé un petit peu là, ces bases-là, je vais vous raconter une histoire. Par contre, je tiens vraiment à insister, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Ok ? Allez, go. Je vous pose un petit peu le cadre. Est-ce que vous avez la référence, quand même? Ouais, non, je vous préviens, parce que j'arrive gentiment à 40 ans. C'est la première fois que je suis dans une boîte où il y a des gens plus jeunes que moi et on n'arrête pas de me traiter de boomer. Donc il y aura plein de références à des trucs de boomer dans cette présentation. Mais voilà, donc on est sur une grosse entreprise, la World Company, donc grosse boîte, cotée, etc. Et cette entreprise, elle fait un constat aujourd'hui.
Ce constat, c'est que globalement, ça ne fonctionne plus très très bien. Il y a une insatisfaction des clients et des utilisateurs. Il y a un time to market qui est trop long, on met trop de temps à délivrer les choses. Les coûts de l'IT sont trop importants, donc à chaque fois qu'on veut quelque chose, en gros, ça coûte une blinde. La qualité n'est pas au rendez-vous, de plus en plus de bugs, d'anomalies, les solutions sont de moins en moins qualitatives. Et puis en plus, pour couronner le tout, on a un désengagement des collaborateurs, ce qui ne va pas améliorer les choses a priori. Et donc cette entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réfléchir et elle va se dire, moi, je veux vraiment améliorer les choses, et pour gagner plus de parts de marché, pour rassurer mes clients, etc., j'ai entendu parler quand même du digital, heureusement, à notre époque, et je compte faire du digital un levier du business. Je suis persuadé que grâce à ça, je vais pouvoir rentrer plein d'argent. Et comme elle a quand même discuté avec des personnes à l'extérieur, etc., ils se sont dit, il va falloir quand même qu'on devienne plus agile, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on livre plus souvent des choses pour répondre à ces enjeux. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Globalement, je pense que l'analyse est plutôt pas trop mauvaise. Le truc, c'est que pour que ça fonctionne, ils vont faire appel aux meilleurs cabinets stratégiques du marché. Ils se disent, si on s'entoure des meilleurs, ça ne peut pas ne pas marcher. Et donc, il y a les Men in Black, pareil, référence, ça nous ramène quelques années, qui viennent au cabinet stratégique et qui va accompagner cette organisation. Comment ça va se passer ? Ces personnes, elles vont travailler dur, elles vont passer plein d'heures, elles vont interviewer plein de personnes de la couche middle management, de la couche upper management, elles vont réfléchir à plein de choses, elles prennent l'organisation, elles essayent d'identifier ce qui ne va pas, ils vont faire des ateliers, etc. Et puis, ils vont utiliser ce que j'appelle, non sans une petite provocation, la Spotify Agile Terminology Checklist. Et donc ils se disent, si on veut être agile, il va falloir transformer les choses. Il va falloir qu'on ait des domaines, il va falloir qu'on ait des tribes, il va falloir qu'on mette en place des guildes, des chapters, des feature teams, des product managers, des product owners, des scrum masters. On pourrait en ramener plein des comme ça. Et ils se disent, pour bien cadrer les choses et pour bien être sûr que tout le monde aille dans le même sens et se sente bien impliqué, on va utiliser un certain nombre de pratiques, d'outils qui sont très à la mode en ce moment, les objectifs qui résultent, pour s'assurer à période de temps régulière que les gens sont bien alignés et surtout qu'on atteint les résultats business escomptés par rapport à tout ce qu'on met en place. On va mettre en place des quarterly business review pour voir si on avance plutôt bien. Et puis on va mettre en place du discovery product ou discovery produit qui va permettre d'être plus centré utilisateur, on va lui demander ce qu'il veut, on va regarder, etc. Pareil, globalement, ça paraît plutôt pas trop mal comme ça. Et puis on va vendre un target operating model, c'est-à-dire qu'on va bien décrire comment toute l'organisation doit fonctionner, et surtout pour s'assurer que l'organisation elle va bien fonctionner comme on a imaginé qu'elle doit fonctionner, on va recruter des coachs agiles, et puis on va construire un centre agile, et puis on va demander aux coachs agiles d'accompagner les équipes pour déployer le modèle imaginé. Ok ? Quelques mois plus tard, la nouvelle organisation sort. Ah, on a des domaines, on a des tribes, on a des domaines transverses avec des centres de compétences, centres d'excellence. Les organisations les appellent un peu comme ils veulent. Et puis, globalement, quand on regarde cette organisation, je sais pas, moi ça me rappelle quand même vaguement quelque chose, si on prend cette organisation-là et si on prend cette organisation-là. Alors, on n'a plus des directions, on a des domaines, on n'a plus des services, on a des tribes, mais globalement, ça se ressemble quand même pas mal. Ok ? La réalité sur le terrain, c'est celle-ci. C'est-à-dire que les tribes, à chaque fois, ou l'UX, un centre de compétences transverse, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, un projet, une initiative, un nouveau produit, pareil, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais en gros, à chaque fois qu'on va demander aux équipes de travailler sur quelque chose, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs tribes qui vont être impactés par le sujet et qui du coup vont être hyper dépendantes les unes des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pris l'ensemble de l'organisation et quand on prend l'ensemble de l'organisation, on s'aperçoit que les flux de valeur, donc pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec cette notion, c'est vraiment les processus métiers de haut niveau qui, en sortie desquels on part en fait d'un besoin client et utilisateur et
et comment dire, on le satisfait, on sort quelque chose qui satisfait, et bien ça traverse à chaque fois toute l'organisation. On fait ce constat aussi parce que sur le terrain, c'est un peu ça. Donc là, je ne vais pas m'attribuer la paternité du truc, c'est librement inspiré d'Henrik Nyberg, le fameux coach qui a accompagné Spotify. Ça a été juste redesigné pour être en cohérence avec la presse. Mais globalement, en fait, personne ne sait vraiment dans quel sens aller, il y a des injonctions contradictoires, voilà. En gros, ça ne solutionne pas trop la situation. Mais vous allez me dire, mais Cyril, je comprends pas, tu nous as dit qu'ils avaient mis en place des OKR, et moi j'ai vu une conf sur les OKR, et les OKR, normalement, c'est censé faire en sorte que tout le monde soit aligné et tout le monde sache comment aller dans le même sens. Oui, sauf que globalement, en fait, les OKR, ça marche plutôt bien quand on a des équipes qui sont autonomes. Sauf que là, étant donné qu'on a appliqué les OKR tels que d'autres organisations les appliquent, mais qui ont un niveau d'autonomie nettement supérieur à cette situation-là, on se retrouve comme ça. C'est-à-dire que globalement, chacune des tribus a défini ses propres OKR, mais que quand les sujets sur lesquels on doit travailler arrivent, le problème c'est qu'ils ne sont pas alignés sur leurs OKR. Donc lui, il va démarrer parce qu'effectivement, ça satisfait son OKR prioritaire. Mais la problématique, c'est que lui, ça ne satisfait que son OKR numéro 3. Donc il a plutôt intérêt à bosser sur ce projet-là en amont. Donc en gros, la réalité terrain, c'est quand il y a un sujet prioritaire qui décide, et il y a un désalignement même entre les OKR. Donc en gros, vous l'aurez compris, la situation n'a pas forcément beaucoup changé. Et donc, là on va se dire, attends, s'il y a un problème d'alignement entre les personnes et qu'il y a des dépendances, il y a un truc dont on va parler qui est quand même super bien pour aligner tout le monde. Et donc généralement, on voit une petite idée qui germe et on va mettre en place un super outil. Et à votre avis, c'est lequel ? Alors, oui, quand je parle d'outils, là, je ne parlais pas forcément d'outils logiciels. On va dire une pratique. Qu'est-ce qui permettrait d'aligner tout le monde et de gérer des dépendances ? Exactement. Faisons un API planning. Je vous rappelle, on est sur une organisation dans sa globalité. Donc, on va dire, une DSI groupe 40 dans sa globalité, on est à peu près à 600, 700, 800 personnes. On va faire un PI planning sur 600, 700 personnes. Ok, on va faire un PI planning sur 600, 700 personnes. Waouh! On est super agile. Ou pas. Moi, perso, ça me donne un peu ça. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, c'est pas possible qu'en 2023, l'agilité, ça soit ça, en fait. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et ce qui a fait qu'on soit dans cette situation. Donc le premier point, c'est que globalement, dans la petite histoire que je vous ai racontée, qui est encore toute ressemblance serait purement fortuite, c'est que globalement, on a des personnes qui décorrèlent totalement le stratégique de l'opérationnel. Je vous ai dit volontairement, les personnes ont discuté avec les managers pour comprendre ce qui se passait. On a mis un cadre stratégique avec des OKR, avec des quarterly business review, etc. Mais globalement, l'opérationnel, ce qui se passe vraiment sur le terrain, personne n'est vraiment allé voir. Et donc, la problématique, c'est que vous ne pouvez pas décorréler l'opérationnel du stratégique. Les deux s'auto-nourrissent en fait. Le stratégique va nourrir l'opérationnel et les retours terrain, par rapport à la réalité sur le terrain, l'opérationnel va nourrir le stratégique. Ça ne se décorrèle pas. Le deuxième point, c'est qu'on a pensé optimisation locale et pas optimisation globale. Je vous ai dit, on a recruté plein de coachs agiles qui vont voir les équipes pour aider les équipes à mieux fonctionner. Sauf que si vous reprenez le slide où il y avait les projets ou les produits en transverse, ce qui va produire la valeur, ce n'est pas la somme juste du travail de chacune des équipes, c'est la capacité des équipes à travailler ensemble et donc à voir vraiment de façon globale les sujets. Ensuite, on est clairement sur une approche complètement monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun effort d'identification de sous-ensembles qui permettent de créer des équipes alignées. On peut parler de value stream, on peut parler de programme, peu importe. Je ne veux pas rentrer à ce niveau-là dans le débat. En tout cas, à un moment, quand on est sur une entité de 700 personnes, on se rend bien compte qu'on n'arrivera jamais à aligner les 700 personnes. Il faut travailler sur des éléments plus petits. Il faut mettre ensemble les gens qui travaillent sur des mêmes sujets. Mais globalement, tout le monde ensemble, ça marche difficilement. Et enfin, le quatrième point, c'est on est quand même face à une incapacité de remettre en question les modes d'organisation traditionnels. Quand on regarde, on est quand même sur du respect
des assets informatiques et sur les zones de pouvoir historiques. J'étais manager des API, je veux rester manager des API. Exemple, encore une fois, qui ne ressemblera absolument pas à une situation réelle. Je vais résumer un peu tout ça dans cette phrase-là. La folie, c'est se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. Je vais le dire autrement, globalement, essayer de résoudre les problèmes d'une organisation qui ont été mis en place par certaines personnes en faisant appel à ces mêmes personnes, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas résoudre une équation avec les éléments qui font partie du problème de l'équation. C'est pas possible. Donc, encore une fois, ce que je propose, c'est d'essayer de voir les choses différemment. Je ne critique pas, je ne me moque pas, etc. C'est vraiment se dire, est-ce qu'à un moment, on pense pouvoir résoudre les choses en continuant à reproduire toujours les mêmes schémas mentaux? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, globalement, si vous regardez ce qui s'est passé, on est quand même dans une approche qui est purement héritée du taylorisme, donc de l'organisation scientifique du travail. On a une division verticale du travail, c'est-à-dire qu'on a une séparation entre les tâches de conception et les tâches d'exécution. On a le stratégique d'un côté, on a l'opérationnel d'un côté. On met en place du discovery produit, on aura du delivery produit. On peut appeler ça discovery delivery, quand vous séparez les deux, c'est de l'AMOA et de la MOE. C'est juste des mots un peu plus sexy. Et on a une division horizontale du travail, c'est-à-dire qu'on a une parcellisation des tâches en opérations élémentaires. C'est la somme du travail de chacune des équipes sur les composants qu'on doit mettre bout à bout pour produire la valeur qui va produire la valeur. Et donc, si on optimise le travail localement de chacune des équipes, alors on va aller plus vite et on va optimiser le delivery. On est purement dans du taylorisme. Et donc, le gros risque, c'est qu'en fait, on va chercher à augmenter la productivité. Moi, personnellement, en tant qu'agiliste, bien entendu que la productivité, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est quand même la valeur. Avant, vous aviez dans les organisations des dirigeants, tout en haut. Maintenant, on appelle ça des execs, des CEO, des C-level, comme vous voulez. On avait des cadres donc, qui étaient là pour organiser le travail, définir les méthodes qui devaient être appliquées en dessous. Aujourd'hui, on a des cabinets de conseil stratégiques qui viennent et qui vont vous expliquer comment vous devez travailler. Après, on avait des contremaîtres, agents de maîtrise, donc qui contrôlaient la bonne exécution des procédures par les ouvriers et qui étaient garants de la cadence de travail. Maintenant, on a des managers et de plus en plus, depuis des années, on a des coachs agiles que les boîtes embauchent pour s'assurer que les équipes respectent bien le framework que d'autres, plus intelligents que les coachs, ont imaginé. Et à la base, on a des ouvriers, qui exécutaient les consignes en réalisation des tâches élémentaires. Maintenant, on a les équipes, les squads, les feature teams, les component teams, appelez-les comme vous voulez. Mais globalement, on a quand même salement reproduit la pyramide tayloriste dans des organisations dans le monde digital. Ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'avant, les ingénieurs, ils étaient là. Aujourd'hui, les développeurs, ils sont tous ingénieurs, ils se retrouvent en bas. Voilà. Le constat, personnellement, me fait assez froid. C'est quelque chose contre lequel j'essaye de lutter au quotidien chez mes clients et dans les organisations dans lesquelles j'interviens. Mais c'est vraiment mon analyse de la situation. Et donc, du coup, quand vous avez des personnes qui réfléchissent comme ça, forcément, les organisations qui sont produites, qui sortent des réflexions, ne peuvent que reproduire des schémas auxquels ils sont habitués. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment réussir à changer. Si on reprend un peu les bases, à la base, l'agilité, c'était quand même de voir les choses différemment. Quand il y avait un nouveau sujet qui tombait, ce qu'on voulait, c'était éviter de reproduire ça, c'est-à-dire d'avoir des dépendances dans tous les sens, des bouts de sujets qui tombaient dans les équipes, dans les domaines, dans les directions, appelez ça comme vous voulez encore une fois, et puis on passait notre temps à se synchroniser pour savoir si on était bien alignés. Non, ce qu'on a toujours cherché à faire, et que ça soit du Scrum, l'équipe est censée être autonome, auto-organisée, etc. Safe, quand on parle de train, on essaye de mettre ensemble des personnes qui travaillent autour de même sujet. Mais globalement, la volonté reste quand même de faire en sorte de créer des équipes alignées, autonomes, qui vont produire de la valeur. OK ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut minimiser ces dépendances ? J'ai trouvé cette citation. Donc ce monsieur, c'est Mike Biddle. Malheureusement, on le connaît peu. C'était l'un des signataires du manifeste Agile et c'est l'un des co-créateurs de Scrum.
Et malheureusement, ce monsieur, il a été assassiné il y a quelques années. Voilà, il a été agressé dans la rue et il est mort. La personne l'a poignardé. Et on ne lui rend pas suffisamment, je pense, hommage. Et il a beaucoup participé à la communauté agile. Mais ce monsieur, quand il a présenté à l'époque, du coup, les premiers travaux de Scrum, il expliquait qu'on cherchait à rendre les équipes autonomes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dépendances, allaient tuer les équipes. Donc le mot est peut-être un peu fort, voilà, mais en tout cas, il estimait déjà que c'était un risque et qu'à plein de niveaux, ça allait être négatif pour les équipes et donc pour l'organisation et donc encore au-dessus pour le business de l'entreprise. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut vraiment les réduire au maximum, ces dépendances. Le premier point, c'est déjà parce que la dépendance, ça ralentit le time to market. Le moment où vous mettez les choses à disposition de vos utilisateurs, de vos clients. Là, je prends un value stream mapping voilà, totalement fictif, somme toute le plus classique du monde, avec les temps d'activité et les temps d'attente. Globalement, on voit que les temps d'attente sont quand même beaucoup plus importants que les temps d'activité, en admettant que sur chacune des tâches, ça soit des équipes différentes. Cet exemple-là, je l'ai vécu dans une organisation. On a voulu mettre en place quelque chose sur un site internet. À chaque fois que vous avez une chèque verte, c'est une semaine où il s'est passé quelque chose. Donc là, c'était la mise en production. Là, à chaque fois, c'est les semaines où il ne s'est rien passé. Donc ça veut dire que le temps de travail effectif pour mettre en place un truc sur un site web, ça a pris 4 semaines de travail, mais en cumulé avec le temps d'attente, ça a pris 13 semaines. Donc ça veut dire que le client qui avait vraiment besoin du truc, il a attendu 13 semaines, alors qu'en vrai, il n'y avait que pour 4 semaines de travail. Pourquoi? Parce que sur chacune des semaines où il s'est passé quelque chose, c'était une équipe différente. Et c'est pas que les équipes elles se tournaient les pouces pendant qu'elles faisaient ça. C'est juste que, rappelez-vous ce que je vous disais avant, personne n'était aligné sur le même niveau de priorité. Donc pendant ce temps-là, eux, ils bossaient sur autre chose. En tant qu'agiliste, ce qui me gêne aussi, c'est qu'au-delà du fait de satisfaire mon client, moi, ça me rallonge ma boucle de feedback. Parce qu'on peut faire tout le discovery produit qu'on veut, et c'est très bien, je ne suis pas là pour critiquer le discovery produit, mais vous êtes sur un échantillon. Vous ne saurez réellement si ça marche que lorsque vous l'aurez mis en production et que vous aurez un réel feedback quantitatif avec de la vraie data. Le nombre de boîtes qui sortent des trucs en disant « on ne met pas les tags de data, on le mettra après », super pour savoir si ça marche ou pas. Ou qualitatif, si vous mettez des petits add-ons pour avoir des verbatims, etc. Mais voilà, moi c'est ça que je vais aller chercher. Le deuxième point, c'est que le temps et l'énergie dépensés pour gérer ces dépendances, c'est autant de temps et d'énergie en moins pour produire de la valeur. Donc là, je vais faire un petit exercice, et avant de démarrer, je vais remercier un monsieur qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, qui s'appelle Michel Levasselot, parce que tous les ans, Michel, il sort une étude qui s'appelle « État des lieux du déploiement de SAFe en France », et la dernière, c'est de août 2023. Donc pourquoi est-ce que je remercie Michel? Parce que c'est super précieux de savoir comment les organisations aujourd'hui perçoivent l'agilité, ce qu'elles mettent en place. Et donc, c'est une source de données importante. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien de faire du safe, que c'est pas bien, etc. Je dis juste que ça permet d'avoir de la donnée, et sur la base de cette donnée, de se faire un avis et de proposer des petites démonstrations comme je vais vous en proposer maintenant. Donc, ce rapport, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, en France, vous avez 109 entreprises qui utilisent safe. Qu'au global, en France, il y a 470 trains qui roulent. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a 4 trains en moyenne par entreprise. Dans ces trains, vous avez en moyenne 83 personnes qui sont réparties sur environ 8 équipes. Je ne vais pas vous faire tout le détail, parce que ça va juste être chiant, mais simplement, si vous regardez, pour 4 trains, dans SAFe, vous avez 2 façons de vous synchroniser. Vous avez le PI planning, vous avez l'ensemble des acteurs du train qui se synchronisent pendant 2 jours, et puis vous avez ce qu'on appelle l'art sync, qui va avoir lieu plus régulièrement, où il y a un petit peu moins de personnes. Vous allez retrouver le RTE, qui est le Scrum Master du train, les PO, les Scrum Masters, et puis vous pouvez avoir des invités. Mais globalement, ça veut dire que les PI planning pour 4 trains dans une organisation, vous consommez, quand vous réunissez toutes les personnes, 2656 jours hommes. Pour l'art sync, 1920 jours hommes. Ça veut dire que le coût de la synchro par an, c'est 4576 jours hommes. Et donc, le coût total des 4 trains, si vous prenez tout ça, c'est 69 720 jours hommes. Alors, on pourrait le ramener au coût du train,
un train, si vous prenez tout le monde, pardon, au coût total des trains, si vous prenez tout le monde, que vous faites x4, etc., bah, ça veut dire que le coût de la synchro vous coûte 6,56% de votre budget. Ramener effectivement à la globalité du programme ou des trains, c'est pas si énorme que ça. Mais quand on prend juste en termes de temps, ça fait quand même beaucoup de temps dépensé pour se synchroniser. Donc l'idée, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, si vous avez des dépendances, ne pas vous synchroniser. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il faut prendre conscience que c'est un investissement en termes de temps qui est quand même énorme. Et que du coup, ce temps-là, si on travaillait en amont sur les dépendances, on pourrait peut-être essayer d'économiser du temps. Je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Le temps, c'est de l'argent. Donc si on prend en région parisienne globalement un ETP moyen dans une entreprise du CAC 40, on est à peu près à 800 € hors taxe du jour homme. Donc si je prends pour un train 4576 jours hommes, si vous prenez pour les 4 trains le nombre de jours hommes et que vous le multipliez par le taux journalier, vous êtes à 3,6 millions à peu près de dépensés. Et toute personne qui a déjà fait des PI planning, vous savez qu'il faut la logistique, il faut les réservations, il faut nourrir les gens, bref, etc. Donc globalement, on peut quand même se dire que le coût de la synchro, c'est 4 millions. Ça pique un peu. Ensuite, l'autre point, c'est que ça va renforcer les silos et augmenter les conceptions architecturales complexes. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette loi, donc la loi de Conway. Cette loi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une organisation va forcément tendre à concevoir des systèmes dont la structure seront des copies de sa propre structure de communication. Donc ça veut dire, grosso modo, que si vous avez une organisation avec 3 directions séparées, eh bien vous aurez tendance, lorsque vous construisez vos solutions, vos systèmes informatiques, à faire des solutions en 3 couches. Pourquoi ? Parce que vous allez plus réfléchir à comment chacun va pouvoir travailler sur le logiciel qu'à vous dire comment je peux optimiser le logiciel en tant que tel. On n'est plus dans comment je m'organise pour produire de la valeur, on dit comment je produis de la valeur avec l'organisation actuelle, et donc on va se calquer sur les modèles actuels d'organisation. Et donc forcément, logiciel plus complexe, dit plus de risques, augmentation de la dette à court, moyen, long terme, etc. Alors par rapport à tout ça, que faire ? C'est bien de faire le constat, mais je vais essayer de vous proposer des pistes de réflexion sur comment on pourrait faire les choses différemment. Le premier point, et là je vais être assez direct, je ne sais pas si j'ai des confrères de certaines sociétés de conseil qui vendraient du safe, et je ne remets encore ça pas du tout en question, ce n'est pas le lieu, mais essayez de bien faire les choses par pitié. Dans safe, vous avez 3 premières étapes, et la 2 et la 3, ce qu'elle vous dit, c'est Train Executive Manager and Leaders et Organize Around Value. Donc là, c'est en gros, aller expliquer au top management comment ils doivent penser différemment les choses et ce que ça va impliquer pour eux. Et là, c'est comment est-ce que vous organisez votre entreprise par rapport à la valeur. Les 2 fois où je suis tombé face à des consultants safe, la première fois, le train était découpé, c'était... alors, d'un côté, il fallait souscrire en ligne à des nouvelles offres, mais le MVP, c'était il fallait être connecté au compte client. Donc du coup, on se dit, il va quand même y avoir pas mal de dépendances. On a fait un train compte client, un train distribution. Il y avait plus de dépendances entre les trains qu'à l'intérieur des trains. Et puis bon, ça, on va quand même pas aller expliquer à des gens super intelligents comment ils doivent réfléchir. Donc on passe à côté. La deuxième fois, c'était encore mieux, on va faire un train app et on va faire un train API. Wow. Donc en gros, les API qui étaient à peu près le goulet d'étranglement de tout le monde, on va les mettre dans un train séparé et ok. Donc juste, encore une fois, c'est vraiment comment, respectons les choses, essayons de faire convenablement les choses. Si vous commencez par déployer un modèle en chantant les premières étapes du modèle, je ne sais pas, mais comme ça, mon petit doigt me dit qu'a priori, ça ne devrait pas trop bien marcher. Ok ? Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment de garder en tête systématiquement qu'il faut réduire la taille des choses pour minimiser les risques. Dans l'exemple que je vous donnais, on était sur 700 personnes. 700 personnes, ce n'est pas
possible. Il faut essayer de réfléchir plus petit. Safe vous dit, un train, c'est 50 à 125 personnes. 125, je trouve ça déjà énorme. Peu importe, en tout cas, le mécanisme intellectuel est quand même déjà là. Comment on fait pour rassembler des gens et arrêter d'avoir des énormes monolithes et essayer de tous travailler ensemble, alors qu'en fait, c'est juste humainement très très compliqué quand on est sur ces niveaux d'échelle. Donc, je vous propose une petite approche. Franchement, elle sort juste de ma tête par rapport à mon expérience. Profitez-en, prenez des photos parce que j'envisage de faire des certifs après. Ça va être payant. Ok ? Le premier point, ça va être de cartographier les choses. Essayer de rendre visible l'existant. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le deuxième, ça va être d'essayer de découper les choses. Je vous disais, on réduit la taille. Comment est-ce qu'on peut créer des choses un peu plus petites sur lesquelles on aurait plus de latitude, plus de marge de manœuvre et surtout sur lesquelles, si jamais on se trompe, ça fera un petit peu moins mal. Il vaut mieux se tromper sur des petites choses, ça fait moins mal que sur des grosses choses. Ensuite, comment je fais pour autonomiser ? Ça doit être le nerf de la guerre. Limite, le KPI, quand vous faites une nouvelle organisation agile, c'est je suis passé d'un niveau de dépendance de temps à un niveau de dépendance de temps. S'il y a un KPI à suivre, c'est celui-là. Aligner. Parce qu'effectivement, je vous le disais, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, donc il restera des dépendances. On va chercher à aligner les personnes qui auraient des dépendances pour être sûr qu'elles travaillent bien sur la même chose au bon moment. Ensuite, et c'est souvent là que le bas blesse, je vais chercher à investir. Si je n'ai pas réussi à avoir l'autonomie, il va falloir peut-être que je mette en place des choses pour donner plus d'autonomie aux équipes. Et enfin, itérer. Est-ce que je peux refaire une nouvelle boucle et me dire, est-ce que je peux passer d'un état qui était quand même pas top, mais qui était quand même mieux que celui d'avant, à un état un peu mieux que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Petit tips, c'est pour ça que les plans de transformation en mode Big Bang, je prends tout le monde et je transforme tout le monde, généralement ça ne marche pas très très bien. Essayons de faire petit à petit. Personne ne vous dit qu'il faut lancer tous les trains en même temps, ou si on va dans Spotify, passer tout le monde en mode tribe en même temps. Non. Essayons petit à petit, là où on aurait la chance d'avoir le plus de succès. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partir des Customer Journeys. Je sais que Safe propose les value streams. J'avoue que je suis jamais super à l'aise avec les flux de valeur, les value streams, parce que je trouve qu'on a tendance à se perdre en conjecture pendant des semaines et des semaines et des semaines à essayer d'identifier toutes les value streams, et du coup, on en perd un peu le focus qui est, à un moment, il va peut-être falloir commencer à s'organiser. Donc voilà, je trouve que c'est plus simple avec les Customer Journeys. Aujourd'hui, je travaille chez un client, c'est l'approche que j'ai avec eux. Globalement, les feedbacks sont plutôt bons. Donc voilà, en tout cas, c'est une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais essayez éventuellement. C'est mon petit tips. Donc je vous donne un exemple, on serait sur un site de location de voitures, donc un distributeur. Si on se met dans la peau d'un client B2C, lui, ce qu'il veut, c'est réserver une voiture. Donc il va passer par différentes étapes dans son parcours. Et à la fin, a priori, si tout se passe bien, il devrait avoir réservé sa voiture. Du moins, on l'espère. Et puis, on va avoir une autre typologie de client. C'est celui qui a une flotte automobile, c'est un loueur, et il veut distribuer à travers mon site internet ses propres voitures. Donc lui, il va avoir un autre Customer Journey. Il va vouloir référencer son entreprise, il va vouloir mettre en ligne sa flotte, il va vouloir recevoir les réservations, c'est mieux, et il va vouloir potentiellement modifier le statut des résas après que ce client-là ait passé sa commande. C'est à titre d'exemple, c'est pas exhaustif du tout, c'est vraiment pour le mécanisme. Et puis, si par exemple on a un super programme de fidélité, peut-être que le client il va vouloir visualiser l'ensemble des partenaires chez qui il pourrait cramer ses points fidélité. Peut-être qu'il va vouloir sélectionner un partenaire, voir les offres du partenaire, faire son choix, payer sa commande avec ses points, etc. Mais en tout cas, on va avoir des parcours clients qui sont différents. Donc l'idée, c'est d'essayer de mapper tout ça. Et à partir de là, de se dire, ok, donc là, je prends juste l'exemple du client qui veut réserver sa voiture. Pour réaliser l'action, quel canal, quel produit, quelle feature va utiliser le client? Et donc, on va tout simplement mapper et se dire, là, il va utiliser le web, il va se connecter au web, ou alors il peut le faire à l'app, ou alors s'il y a un canal externe, un partenaire comme Auto Europe, par exemple, qui est un agrégateur de distributeurs de voitures, il va pouvoir utiliser tout ça. Et puis pour sélectionner ces critères, il va utiliser une feature qui est partagée entre le web et l'app, qui est le search.
Et puis, pour visualiser les propositions, ça va lui donner une liste de réponses web et puis une liste de réponses app, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de regarder dans l'organisation où se trouvent les équipes en responsabilité des features ou des périmètres. Ensuite, on va descendre à un niveau plus bas. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, c'est une vision front. La liste web, un produit, c'est pas qu'un joli front. Derrière, il y a tout un mécanisme technique qui fait fonctionner, avec des couches, des composants informatiques. Et donc, on va se dire, par exemple, la liste web, ça fait appel à un mainframe, une base de données dans laquelle il y a la donnée qui remonte. Ça va faire appel à des API, etc. On va mapper vraiment les composants IT auxquels on fait appel. Une fois qu'on a mappé ça, on va se dire, OK, aujourd'hui, de quelles compétences j'ai besoin pour faire fonctionner ces assets techniques? Parce que derrière, c'est quand même des bonhommes qui travaillent. Et on les mappe. Alors, il vous faudra un espace beaucoup plus grand que ça, hein, je vous rassure, pour faire l'exercice. Encore une fois, c'est vraiment le cheminement. Et une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, OK, par rapport à ce que j'aimerais faire idéalement, par rapport à ce que je peux faire, j'essaye d'organiser sous les Customer Journey des équipes les plus autonomes possibles. Donc la règle d'or, c'est vraiment une entité peut-être basée sur un ou plusieurs Customer Journey. Admettons qu'on s'aperçoive que sur 2 Customer Journey, on a besoin systématiquement des mêmes assets et des mêmes compétences. Ça vaut peut-être la peine de les rassembler dans une seule et même sous-organisation de l'entreprise. Mais par contre, un Customer Journey ne doit pas traverser plusieurs entités. Pourquoi? Parce que sinon, vous créez des dépendances entre ces sous-entités. Les trains dans Safe, les Tribes dans Spotify. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous avez des dépendances à l'intérieur, parce que là, vous voyez bien qu'ici, on n'a pas créé des équipes qui soient autonomes sur tous les stacks techniques, dans ce cas-là, on va gérer à l'intérieur des sous-entités, et c'était tout le principe du PI Planning dans Safe. D'autres pourraient appeler ça Quarterly Agile Planning, parce qu'on ne veut pas faire de Safe, mais globalement, c'est quand même le même mécanisme. Dans ce cas-là, on va gérer les dépendances restantes, et on va synchroniser les personnes, mais sur un niveau, un périmètre beaucoup plus petit. Et puis, on va gérer la cohérence fonctionnelle et technique. Donc là, vous voyez, par exemple, on a, admettons, ça, ce sont les API. Et on a découpé les API, on en a mis des bouts sous les différents Customer Journeys. Mais l'idée, c'est que lui, ici, il ne travaille pas tout seul en kamikaze sur un composant qui potentiellement serait partagé dans d'autres entités. Donc, on va mettre en place ce que d'autres avaient appelé les guildes dans Spotify, des communautés de pratique pour s'assurer que tout le monde est bien aligné et qu'on n'a pas de risque de tout péter. Alors vous allez me dire, oui mais Cyril, tu disais le PI Planning ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, mais là si on fait des guildes, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps aussi. Oui, la seule différence c'est que le PI Planning, vous sortez de votre PI Planning, la situation elle reste la même, vous êtes aligné pour produire des choses. Là quand vous faites ça, vous partagez la connaissance. Donc ça veut dire qu'à un moment, les gens vont travailler ensemble, vont se partager de la connaissance, de l'information, et rien ne vous empêche d'inviter dans la guilde d'autres personnes autour pour qu'elles montent en compétence sur le sujet pour demain donner plus d'autonomie aux équipes. Encore une fois, il faut réfléchir futur. Tout à l'heure, des gens très intelligents ici disaient futur moi, c'est ça, projection. Voilà, j'ai bien écouté, t'as vu. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va garantir le bon alignement et le bon niveau de priorité entre les équipes. Effectivement, à un moment, si les équipes ne sont pas complètement autonomes, il va falloir faire en sorte de leur dire à quel moment elles doivent travailler sur quoi et surtout leur donner des objectifs et du sens commun. Et donc dans ce cas-là, une démarche OKR est parfaitement adaptée et une priorisation d'un portefeuille en mode lead portfolio management aussi. Et enfin, investir pour autonomiser ces équipes dans le futur. Là, par rapport au schéma que je vous donnais tout à l'heure, admettons qu'on soit dans une organisation qui a bien capté le truc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi pendant la période sur de la formation. Ils ont mis en place des communautés de pratique et d'intérêt. Ah, on avait besoin de plus de personnes pour ça. Recrutez-en. Et puis, ça c'est souvent le truc. Ah non, tu comprends, les API, on ne peut pas les découper parce que c'est un monolithe et on risquerait de péter les trucs, etc. Fine. Franchement, je ne suis pas technicien, donc je te fais confiance, je te crois.
Par contre, moi, mon rôle, c'est de te dire que si tu veux aller chercher plus d'autonomie dans tes équipes, à un moment, il va falloir travailler sur ce legacy IT et du coup faire en sorte de donner plus d'autonomie dans le futur. Et donc mettre en place une vraie stratégie IT qui va permettre de mettre en place des microservices, etc. Et là, offrir plus d'autonomie aux équipes. Et là, on se retrouve, vous voyez, avec des équipes plus petites, plus pluridisciplinaires, juste une grosse équipe en dessous, admettons que ce soit un mainframe legacy historique, COBOL, comme dans certaines banques ou assurances, bah on reste comme ça, ok, pas de souci. Restons comme ça. Mais on a déjà vachement amélioré la situation par rapport au point de départ. Pour finir, je vais vous partager juste une réflexion qui avait été notée du coup sous le post LinkedIn par un coach qui s'appelle Benjamin Ferressen, donc qui ne travaille pas chez Reactive. Il y a des gens très bien ailleurs aussi, je vous rassure. Et en fait, j'ai trouvé sa réflexion hyper intéressante. C'est-à-dire que Benjamin, il nous disait, en gros, on peut faire un lien entre l'évolution de la culture d'une organisation et la façon dont elle gère ses dépendances. Et donc, il proposait différents stades que je vous partage ici. Le premier, c'est qu'on est sur des dépendances invisibles. En fait, l'entreprise n'a même pas conscience de l'état réel de l'opérationnel sur le terrain. Ils sont tellement décorrélés de la réalité, parfois les mêmes qui vous parlent de Gamba Walk en lean, non, qu'on fait du lean, mais qui ne sont jamais allés une seule fois sur le terrain voir concrètement le bordel que c'était. Ils n'en ont pas conscience. Ensuite, on met en place un certain nombre de choses, par exemple des PI planning, des boards, etc. Et ça va rendre visible l'état réel du système. Et ça, c'est l'une des très grosses forces pour le coup du PI planning, au-delà de la synchronisation, c'est de rendre visible un peu le bazar ambiant. Ah ouais, en fait, la réalité, c'est ça. C'est que toi, pour faire ça, tu as besoin qu'il y ait 3 équipes autour. Donc c'est bien, ça rend visible le travail. On est dans une transparence. Par contre, le risque, quand on est dans des organisations très culturellement processées, c'est de se dire, OK, j'ai des dépendances, je vais encore plus manager les dépendances. Et donc là, on va faire le lien entre les équipes, c'est bien. On va commencer à avoir un début de pensée système, mais par contre, on va être vraiment sur culturellement quelque chose qui risque de renforcer encore plus le système. Ensuite, on va passer à un niveau de maturité où on se dit non, là quand même c'est vraiment plus possible, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Du coup, on va se dire est-ce que je ne peux pas m'organiser différemment? Et c'est tout le but de cette conf, c'est d'essayer de vous amener, pour ceux qui seraient à cet état-là, de se dire est-ce qu'en fait je ne pourrais pas voir les choses différemment, essayer de m'organiser, vraiment minimiser au maximum cette dépendance. Et donc là, on est vraiment dans une pensée système. Et enfin, l'idéal, mais est-ce que ça existe vraiment dans les grosses structures? J'avoue quand même avoir un doute, pour être complètement franc, mais idéalement, les dépendances sont minimisées, voire disparaissent intégralement. Donc juste en takeaway, gardez en tête que l'entreprise agile, elle doit chercher à rendre les équipes le plus autonomes possible. L'objectif, c'est de réduire les dépendances, c'est pas de les gérer, encore une fois. Revoir l'orga, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi travailler sur la culture, sur l'identification des flux de valeurs, sur la priorisation valeur-effort, sur la stratégie, etc. L'orga ne va pas tout résoudre. L'agilité, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Donc, il ne faut pas partir en croisade agile. Si vous avez des anciennes pratiques qui fonctionnent sur des périmètres qui ne sont pas encore agile by the book, gardons-les. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Encore une fois, moi personnellement, je suis complètement agnostique. Il y a des choses intéressantes dans tous les frameworks. L'idée, c'est de tester. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On ajuste. Pas de modèle unique, donc beaucoup de bonnes pratiques à expérimenter. Et enfin, vraiment, construisez les boucles de feedback à tous les niveaux. Le feedback, il y en a, feedback is a gift, c'est devenu un peu parfois tarte à la crème, mais c'est vrai, sans feedback, vous ne pourrez pas améliorer les choses. Et j'insiste, feedback quantitatif et qualitatif. Et enfin, je vous propose pour finir, renseignez-vous un petit peu sur Unfix de Jürgen Appelo. Donc, Jürgen Appelo, créateur du Management 3.0, qui a proposé en fait Unfix. C'est pas un modèle, c'est pas un framework, c'est on va dire une espèce de boîte à outils qui permet de cartographier les organisations pour rendre visible l'état actuel du système, notamment en se basant sur le niveau de dépendance entre les équipes. Et donc lui, il identifie beaucoup plus de dépendances que les types de dépendances que les 3 que j'ai pu vous proposer. Je ne suis pas un expert d'Unfix, je suis en train de le tester un peu là aussi chez mon client avec un autre coach qui est beaucoup plus expert que moi sur le sujet. Mais en tout cas, de ce que je commence à voir, il y a des trucs vachement intéressants. Et donc, n'hésitez pas à vous documenter, à regarder, parce que je pense que ça pourrait beaucoup vous aider. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. J'espère surtout que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et à voir les choses différemment.
vous